cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Grand Lac 92.1 FM et c'est le Nouvel Entrepreneur qui, à 3 jours près, fête son anniversaire. Et oui, mon Jean-Pierre. La première, c'était il y a 2 ans, le 13 mai, parce que commencer un vendredi 13, c'est toujours parfait, c'est bon signe, non? On a Jean-Pierre à la technique, comme souvent. Il était en Ardèche hier, il a pris des couleurs, mais sinon, pour tous les autres qui n'ont pas eu la chance d'être en Ardèche comme moi, on est autour de cette table avec 4 invités qui font des choses complètement différentes, ou presque, parce qu'on en a 2, on va faire du suspense, du teasing, il y en a 2 qui font du liquide, qu'on verra après en deuxième partie d'émission. Et sinon, on a des trucs très sérieux, comme le premier invité qui va parler dans une seconde, des trucs très sérieux aussi, avec l'invité numéro 2, mais alors qui n'a rien à voir avec le premier. Et sinon, vous l'avez compris, sur l'émission de la créa, de la reprise et du développement de l'entreprise, où on vous livre très souvent autant de tips, de conseils, mais aussi des témoignages et des parcours et pas mal de rigolades aussi, parce que c'est aussi ça, d'entreprendre et d'avancer. Si on rigole pas, non, ça peut pas le faire. Et je ferai peut-être 1 ou 2 blagues en fin d'émission, on verra. Faudra éloigner les enfants. Mais en tout cas, pour l'instant, on commence très sérieusement avec Samuel Gauthier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Samuel Gauthier. Je suis Samuel Gauthier. Bonjour. Bonjour. Eh bien, Samuel, on va juste donner déjà le domaine d'activité avant d'attaquer sur le parcours. Ouais. On travaille dans quoi chez Samuel? Alors moi, chez SG Développement, donc j'accompagne les dirigeants en fait sur toute la partie externalisation de la partie direction commerciale. Voilà, donc là comme ça, on comprend pas tout, ça a l'air compliqué, mais ça va venir. Restez accrochés et puis vous allez tout comprendre, c'est aussi ça le but. On vulgarise à mort. Donc Samuel, c'est parti d'où tout ça? Quel est le parcours? Quel est le parcours? Donc initialement issu d'une famille de 4 personnes, le petit dernier de la fratrie, qui fait des études de commerce, qui fait une alternance, qui a une copine qui fait des études de médecine, qui tente la faculté de tatouage, qui a un tatouage au bras. Alors il a un pansement. On a besoin de beaucoup de détails, effectivement. On a besoin de beaucoup de détails. Non, juste pour dire en fait qu'elle faisait donc faculté de médecine, qu'elle a tenté Grenoble et qu'elle n'a pas été prise, qu'elle a tenté du coup de partir en Belgique. À savoir que la Belgique en fait est tirée sur tirage au sort. Donc c'est-à-dire que du lundi, après avoir réussi donc du coup mon école de commerce, on est parti en Belgique en fait sur un coup de tête. C'est-à-dire que le lundi elle avait la réponse pour intégrer la faculté de médecine. Le mercredi on était dans un hôtel à Liège avec les sacs pour pouvoir recommencer de from scratch. D'accord. Notre histoire. Comment s'appelle cette personne? Lisa. Eh bien, justement, nous avons une surprise pour vous. Lisa est là. Non, c'est pas ça. Non, juste pour dire qu'en fait, ça a été un tremplin. C'est-à-dire que dans toute ma carrière, en fait, j'ai toujours dit que le commercial, ce n'était pas quelque chose pour moi. Donc, j'étais trop vert, en fait, pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'au début de ma carrière, j'ai fait beaucoup de parties conseils, j'ai fait beaucoup de tout ce qu'on appelle le lean management, mais du coup appliqué à toute la partie optimisation des processus commerciaux. Alors je suis désolé Samuel, mais ici, dès qu'on dit un gros mot, on doit l'expliquer. Ok. Donc en fait, c'est comment est-ce que tu fais mieux, de manière plus rapide, avec moins de matière à l'entrée. D'accord. Donc comment est-ce que tu optimises l'intégralité des processus pour être plus efficient? C'est un peu comme de la pâtisserie. C'est un petit peu comme de la pâtisserie, effectivement. Ok. Et donc en fait, en arrivant en Belgique, j'ai pris le tremplin du développement commercial, c'est-à-dire que j'ai commencé dans un centre d'appel. Ouais. Donc la partie la plus dure, où on doit faire preuve de plus de résilience. Donc de la télévente? De la télévente, ah. Exactement. Donc c'est ce que beaucoup de commerciaux aujourd'hui en fait n'aiment pas faire, mais qui pour autant en fait est une des clés dans chaque business. À savoir que moi je le faisais donc du coup pour le compte d'une société qui intégrait un pays. Donc sur une ouverture de nouveaux marchés, sur un produit qui n'était absolument pas connu. Donc c'était comment est-ce qu'on va aller proposer les services pour pouvoir prendre des rendez-vous pour l'équipe commerciale qui intégrait le marché sur place et réussir à l'intégrer. D'accord. Au bout de 10 jours, en fait, le country sales manager, donc notre client, m'a dit OK, intègre mon équipe sur place, rejoins les équipes sur le marché luxembourgeois et viens nous rejoindre.
Donc j'ai intégré le marché de mon client, donc qui était sur le marché des paiements électroniques, sur le marché luxembourgeois, aux côtés de ses équipes, en fait, pour pouvoir développer le pays. Donc au niveau des services de paiement électronique, donc c'est tout ce qui va être terminaux de paiement, services de paiement sur Internet, notamment pour pouvoir commercialiser tout ce qui va être boisson, tout ce qui va être huile d'olive, tout ce qui va être restauration, enfin tout ce qu'on peut retrouver en fait pour les sièges sociaux basés vraiment à Luxembourg. Et de là en fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir sur la partie Europe, donc de les accompagner, et de de pouvoir les accompagner également sur une division qui va s'appeler Vending and Parking sur la partie internationale, donc plus au niveau mondial. Donc j'ai fait ça pendant presque 5 ans à leur côté. Ensuite, j'ai décidé de quitter la structure et au moment où je suis parti, en fait, je suis parti dans le monde du recrutement. D'accord. Mais pour pouvoir recruter en fait des profils comme le mien. C'est-à-dire c'est des profils commerciaux à destination en fait de postes de direction ou de mid management, mais toujours pour les sièges sociaux basés à Luxembourg. Suite à ça, en fait, on est arrivé sur la période Covid. On a pris la décision, ma femme et moi étant tous les deux originaires de la région, en fait, de ne plus passer exclusivement nos vacances dans la région, mais de vraiment pouvoir profiter aussi de nos proches. Et donc, on a décidé en fait de pouvoir revenir dans notre belle région de Savoie et de vraiment pouvoir en profiter au quotidien. Alors ça, c'est peut-être le meilleur choix de votre vie. Exactement. Oui. En tout cas, ça a été un choix controversé parce que du coup, l'intégralité de mon réseau était pour moi entre la Belgique, le Luxembourg. Et du coup, il y a 4 ans, maintenant, on a pris la décision de revenir ici. Okay. Et donc, quand je suis revenu, en fait, on m'a toujours dit, OK, tu vas revenir, mais par contre, tu vas revenir d'en bas. Moi, je m'étais toujours dit, OK, dans 10 ans, en fait, à la sortie de mes études de commerce, si le cœur m'en dit, si l'opportunité se présente, je monterai ma société. Et donc, en fait, quand on m'a dit, OK, tu repars d'en bas, c'était un petit peu... le point, en fait, qui vous chamboule l'estomac, qui vous dit, OK, qu'est-ce que je fais? Vous dites, OK, j'y vais, je redémarre. Et du coup, il y a maintenant 2 ans, j'ai pris la décision, donc, du coup, de quitter le salariat pour monter, donc, du coup, ma propre structure pour accompagner les dirigeants d'Auvergne-Rhône-Alpes dans leur développement commercial sur le plan national et sur le plan international. Alors, du coup, ça, c'est une structure qui s'appelle SG Développement. Et c'est comment ça fonctionne juridiquement? Ça se crée comment? C'est une société? C'est pas une société? Il y a des réglementations particulières? Alors, comment est-ce que ça se crée? Déjà, on s'entoure de gens compétents. C'est-à-dire que... Et on ne m'a pas appelé. Mais je te connaissais pas encore. Ah, c'est pour ça. J'attends un appel incessamment sous peu dans ce cas. Non, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que du coup, il y a 2 ans, du coup, mon réseau, en fait, à l'échelle locale, était assez pauvre, parce que quand je suis rentré en France, j'ai pris un premier poste sur Grenoble. Ensuite, j'ai pris le développement France pour une boîte qui était sur Lyon. Donc, en fait, j'avais jamais été implanté vraiment dans le bassin. Donc, petit 1, effectivement, je me suis rapproché, en fait, d'experts comptables. Je me suis rapproché d'avocats. Je me suis rapproché de différentes personnes avec des compétences pour pouvoir m'aider à structurer, à développer, à maturer un petit peu mon projet, à prendre le bon statut juridique pour pouvoir le créer et le mettre en place. Donc du coup, aujourd'hui, SG Développement, c'est sous forme d'une EURL. OK. Donc SARL unipersonnel. Le siège, du coup, est basé à Sainte-Hélène-du-Lac, dans la pépinière de la Comcom. Donc dans des locaux qui sont franchement hyper sympas. Ouais. Comment ça se passe pour pouvoir répondre à ta question? Aujourd'hui, donc, j'accompagne les entreprises, en fait, sous 2 formats. Donc, il va y en avoir sur du parti au succès. Donc, c'est-à-dire que je vais accompagner les dirigeants de TPE, PME en fonction de leurs problématiques sur une réussite définie de leur chiffre d'affaires. Ouais. Et l'autre, je vais les accompagner, en fait, sur du plus long terme. Et là, on va être sur du forfait. D'accord. Donc l'objectif, ça va être le point de départ, c'est que quelqu'un te contacte ou tu vas avoir quelqu'un. Mais l'objectif, ça va être, OK, voilà ce qu'on fait actuellement, on veut atteindre ce CA. Ouais. D'accord. Et c'est là que toi, tu rentres en action. Exactement. En fait, aujourd'hui, moi, les entreprises, donc du coup, qui font appel à moi, ce sont des entreprises soit qui sont déjà staffées, c'est-à-dire ces entreprises de moins de 50 salariés, qui ont déjà, je veux dire, jusqu'à une dizaine de personnes sur la partie de développement commercial, qui peuvent déjà avoir un directeur commercial, qui peuvent, où le dirigeant est déjà bien en place et a déjà bien structuré les choses. Mais c'est pour les aider toujours à aller chercher l'étape d'après. C'est toujours des gens, en fait, qui peuvent avoir des enjeux, en fait, en termes d'acquisition commerciale.
Okay. Moi, le levier où je peux les accompagner aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on doit structurer, mettre en place les choses pour pouvoir aller chercher du new business sur des services, sur des produits qui sont pas forcément connus ou qui veulent pouvoir tester ou sur leur démarche qu'ils veulent pouvoir remettre en question. D'accord. Est-ce que ça implique des restructurations fortes, comme par exemple revoir toute la partie RH aussi? Est-ce que... Pour certains, oui. C'est-à-dire que ça m'arrive d'intervenir aux côtés de mandataires judiciaires, en fait, justement, sur toutes les sociétés, par exemple, qui sont en cours de liquidation et qui doivent se restructurer. D'accord. Et donc, effectivement, dans ce cas-ci, en fait, j'interviens avec des partenaires qui vont intervenir sur leur pôle de compétences particulier. Okay. Et moi, j'interviens vraiment à leur côté. C'est-à-dire chacun a sa spécificité. Moi, c'est vraiment sur la partie développement commercial et eux interviennent sur leur domaine de compétences. D'accord. Comment ça se passe d'ailleurs? C'est les entreprises, parce que j'entends souvent dire qu'il vaut mieux faire intervenir des personnes comme toi avant les problèmes. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Mais du coup, l'entreprise qui est déjà dans une situation peut-être difficile, est-ce que y a quand même des leviers pour rattraper tout ça, ou en général on va optimiser pour un peu comme la fin de vie, quoi, que la fin soit confortable? Alors il y a toujours les deux versants. C'est soit effectivement on va faire la mariée plus belle. Ouais. Pour pouvoir essayer de... On a de belles expressions, je trouve, aujourd'hui. Pour pouvoir redessiner les formes avant de procéder à une revente. Ça, c'est effectivement une possibilité. D'accord. Ou alors, on va essayer de retravailler en fait avec les ressources internes qui sont à disposition, de manière à restabiliser l'avion avant de le projeter sur de nouveaux horizons. D'accord. Je pense qu'on va renommer cette émission la nouvelle métaphore. On en a enchaîné 5 de suite, là, je suis waouh. Je trouve que cette émission prend un niveau intellectuel totalement inattendu, mais ce n'est pas grave, j'aime beaucoup. Merci Samuel de donner un peu de percutant à tout ça. Donc comment ça marche exactement? Il y a un premier rendez-vous, on fait un peu un état des lieux. Ouais. Là, j'imagine qu'il vaut quand même mieux que le chef d'entreprise en face soit honnête et sincère, et pas que tant pis, même si c'est vraiment pas simple comme situation, vaut mieux tout dire et que toi tu puisses exactement savoir d'où tu pars et reprendre les choses en main. Ouais, c'est exactement ça en fait. Il y a toujours en fait un voire plusieurs rendez-vous préliminaires. C'est-à-dire qu'en fait ça se constitue en fait sous forme d'un audit. Audit vraiment de la partie commerciale où effectivement on va se dire les choses en toute franchise, où on va définir le cap des choses que l'on veut atteindre, ouais, de manière nette, concise et vraiment précise. D'accord. Moi, j'aime bien intervenir en fait sous le format REC, c'est-à-dire qu'on formule ça sous forme de résultats qu'on veut atteindre, la décomposition des efforts qui sont à mettre en place pour pouvoir y parvenir et les compétences que l'on doit avoir en interne pour pouvoir y parvenir. Et donc, effectivement, avec le dirigeant, on va établir la feuille de route. Et une fois que cette feuille de route est définie, moi, je vais intervenir aux côtés ou avec les équipes. D'accord. Sur la partie développement commercial. Mais là, on parle de grosses structures, on parle de grosses entreprises. Grosse, moins de 50. Moins de 50. Moins de 50 salariés. D'accord. Mais par exemple, alors je grossis le trait au maximum. Si un indépendant veut avoir accès à tes conseils, est-ce que c'est possible aussi? Complètement. Oui, d'accord. Complètement. Aujourd'hui, moi, c'est juste en fait que je me dis, moi, j'accompagne exclusivement en fait les entreprises B2B, donc c'est-à-dire qui travaillent de professionnel à professionnel, qui interviennent majoritairement en fait sur les secteurs tech et digitaux. Maintenant, j'accompagne en fait des entrepreneurs de tous horizons. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accompagne une dizaine d'entreprises différentes dans leurs enjeux de développement commercial. D'accord. Et donc, tu disais que tu sous-traites sur les parties où toi, tu vas pas prendre la main directement. Ouais, complètement. Ce qui veut dire aussi que tu as un réseau de partenaires assez solide. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, effectivement, de par mon bagage, de par mon expérience, en fait, effectivement, on connaît les bonnes personnes sur lesquelles on peut aller s'appuyer en fonction des contraintes et en fonction des enjeux chez les clients. Ok. Et donc, après, effectivement, c'est comment les solliciter, comment les mettre en place pour pouvoir répondre à ces différentes problématiques. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil à donner aux entreprises que tu n'as pas encore rencontrées? Appelez-moi. Non, en fait, c'est juste prenez de la hauteur. C'est vraiment souvent en fait le dirigeant a du mal à prendre cette bouffée d'air, à se mettre un petit peu plus haut, à regarder de manière globale en fait son activité. Et aujourd'hui, en fait, les accompagnements effectivement que je peux proposer en fait permettent aussi cette prise de hauteur. Mais il faut pas attendre d'être dans une telle situation pour pouvoir le faire.
il faut toujours agir en pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est aussi de pouvoir s'entourer de personnes différentes, c'est aller rencontrer des gens dans des réseaux, c'est être aujourd'hui, par exemple, à la radio pour pouvoir parler de son activité. C'est ne pas faire uniquement du développement commercial en se disant, je vais travailler uniquement sur la recommandation auprès de mes proches. C'est vraiment travailler de manière multicanale et faire les choses de manière optimisée. Et j'aurais une dernière question, c'est est-ce qu'il est possible, par exemple, avec un client que tu rencontres, de lui soumettre aussi des propositions en QVCT ? Ou est-ce que c'est vraiment, on n'est que sur du chiffre et sur de la procédure, vraiment du process de fonctionnement ? Non, parce qu'en fait, le développement commercial, c'est avant tout de l'humain. Donc, quand tu parles de QVCT, effectivement, ça en fait aussi partie. D'accord. Ça en fait aussi partie. En fait, donc c'est comment est-ce que tu vas améliorer. Proposes à une entreprise, en plus de toute la stratégie un peu chiffrée, de dire aussi, en même temps, on va foutre 2 fois par mois, il y a une masseuse qui débarque à l'entreprise et tout le monde y passe, quoi. Ça peut. Ouais, d'accord. En fait, il faut pas oublier que dans la vente, il y a avant tout de l'humain. Et il faut vraiment mettre l'humain au cœur du réacteur et vraiment le mettre en pierre angulaire, en fait, de tous les enjeux qu'on va rencontrer dans une entreprise. Ouais. C'est-à-dire qu'on travaille avec l'intégralité de nos interlocuteurs, de nos collaborateurs. On peut être une entreprise de 5 salariés, on peut être une entreprise de 20 salariés, une entreprise de 50. En fait, la plus grosse compétence, la plus grosse ressource, c'est les employés qui la composent. Ok. Et donc, effectivement, la place de la QVT là-dedans, elle a complètement... Ce qui me fait dire, du coup, pour tous les gens du bien-être et autres qui nous écoutent, que dans votre réseau, c'est quand même bien d'aller aussi vers des gens comme Samuel, qui sont en lien direct avec l'entreprise et qui pourraient éventuellement proposer aussi vos prestations dans les entreprises qu'ils rencontrent. Ouais. Comment on prend contact avec SG Développement ? Comment on prend contact ? C'est-à-dire qu'on peut le faire par LinkedIn, on peut le faire par téléphone, on peut le faire directement par mon site web, donc www.sg-développement.fr. Toutes les informations sont disponibles. Moi, je suis hyper joignable, donc ne pas hésiter à me contacter et bien sûr que je répondrai à vos sollicitations avec plaisir. Et sur LinkedIn, au cas où, c'est Samuel Gauthier. Sur LinkedIn, c'est Samuel Gauthier ou sur la page directement de la société SG Développement. Ok, merci Samuel. Merci à toi Karim. On va enchaîner, comme diraient les vieux présentateurs télé, sans transition, avec notre deuxième invitée. Alors c'est la seule femme du jour, on peut aussi applaudir ça quand même. Oui. Le nouvel entrepreneur très miroir de la société. Et on a donc avec nous Anaïs Husson. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est déjà pu en jouer. Comment ça ? Non, j'ai rien dit. Anaïs, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Alors Anaïs, on va parler, là on est à fond parcours témoignage. Oui. Et c'est très inhabituel. On n'a encore jamais eu d'invité comme toi. Merci d'être là. Merci de l'invitation en tout cas. Et donc Anaïs, on va partir sur 2 volets principalement. Oui. Alors tout d'abord, on va parler de ce que tu fais avec le comité, car tu es Miss Beauté Pays de Savoie 2023. Oui, exactement, c'est ça. Donc toujours en exercice. Toujours en exercice, oui, effectivement. J'ai été élue là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a maintenant 3 mois, il me semble. Et donc là, je pars pour la régionale, donc pour Miss Beauté Rhône-Alpes, donc qui se déroulera le dimanche 9 juin à Pélussin dans la Loire. Okay. Voilà, là les votes vont être ouverts dans très très peu de temps. Et moi, je suis la candidate numéro 6, donc ne pas hésiter à voter pour moi. C'est très très important. Le vote du public compte dans ma note pour l'élection de Miss Rhône-Alpes. J'ai l'impression d'être à The Voice. Si vous voulez sauver Anaïs. Voilà, votez 6. Et d'ailleurs, c'est sur comment on trouve cette plateforme pour voter ? Alors, vous trouvez tous les liens via les réseaux sociaux, notamment Instagram ou Facebook. On fonctionne beaucoup via les réseaux sociaux. Vous tapez Miss Beauté Rhône-Alpes et vous me trouverez en train de vous expliquer pourquoi il faut voter pour moi. Ah, il y a une vidéo ? Non, il n'y a pas de vidéo. Il y a une petite présentation pour que les gens qui ne me connaissent pas puissent un petit peu plus apprendre à nous connaître. Parce que c'est vrai qu'on est, on est médiatisé, mais pas tant que ça. Donc c'est important aussi pour nous de proposer ce que on va défendre et puis qui on est finalement parce que les gens ne nous connaissent pas.
Alors du coup, comment ça se passe? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs comités. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs comités en France. Alors principalement, on connaît Miss France. Tout le monde regarde au mois de décembre qui sera la prochaine Miss France. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres comités qui ont été créés. Et notamment, il y a le comité donc Miss Beauté qui a été créé en 2014 par Anthony Ado. Et oui, c'est pas un nom commun et facile à dire, mais il a créé en fait ce comité-là justement pour contrer toutes les formes de discrimination, puisque notre comité c'est le seul qui accepte absolument tout le monde. Il n'y a pas de critères de beauté principal. Donc oui, messieurs, vous pouvez participer si vous voulez. Je vous vois là vous montrer les uns les autres. Le seul critère, ça va être l'âge. Il faut avoir 10 ans révolus et maximum 45 ans. Et voilà, qu'on soit petite, qu'on soit grande, qu'on soit mec, qu'on soit grosse, qu'on ait des formes, peu importe, qu'on soit blonde, brune. Voilà, il y a aucun critère physique. Et justement, en fait, on veut montrer que la beauté, c'est pas seulement des critères bien définis. La beauté, c'est au-delà de ce qu'on peut voir. C'est les valeurs qu'on porte, c'est les projets qu'on porte, c'est les causes aussi qu'on mène. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu me lancer dans l'aventure. C'est parce que moi, il y avait une cause qui me tenait particulièrement à cœur. Et via ce comité-là, et ben justement, on peut en parler et ça nous permet de rayonner un peu plus nos causes qu'on a chacune. Oui, voilà. Ça met en avant les sujets que vous avez envie de défendre. Exactement, oui. Et donc là, justement, ça nous met un peu plus en lumière. Ça nous permet de rencontrer plus de monde et de pouvoir parler justement de ce qu'on défend. Voilà. Alors, justement. Oui. Qu'est-ce qu'on défend? Alors moi, je défends l'agisme. Alors je ne défends pas l'agisme, mais justement, je lutte. Moi, je suis pour l'agisme. Non, voilà. Non, moi, je suis contre l'agisme, justement, l'agisme, puisque pour parler un peu de moi, je suis animatrice en résidence senior, et c'est vrai que je me suis rendu compte que l'agisme, donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, puisque j'ai l'impression que tout le monde ne connaît pas ce terme, c'est tous les stéréotypes faits autour du vieillissement. En gros, pour vulgariser ça, c'est à partir de 60 ans, tu es vieux, tu as des rides, tu es malade, tu es forcément malade. Dès que tu as 60 ans, c'est fini. T'es un boulet. T'es un boulet. T'es un boulet pour la société. Et alors, c'est absolument pas ça, justement. Justement, quand tu as 60 ans, tu arrives peut-être à la retraite et tu as envie de faire plein de choses. Et malheureusement, la société dans laquelle on vit actuellement, elle vient stigmatiser toutes ces personnes âgées via les rides, tout ça, et les changements physiques et peut-être les déficiences qu'on peut avoir, et c'est absolument pas ça. Donc moi justement, je mène plein de projets pour montrer, puis pour mettre en valeur nos aînés, parce qu'ils sont vecteurs de plein de choses. Donc voilà. Ok. Alors déjà, c'est une très belle cause à défendre. Oui, et puis pas connue. Parce qu'on va tous y passer, au cas où vous n'étiez pas au courant, je vous le dis. Oui, un jour ou l'autre. Il y aura Anaïs qui s'occupera de nous. Voilà, exactement. Mais oui, c'est impressionnant quand je rencontre les gens et que je parle de l'agisme tout de suite. Mais c'est impressionnant la société comme elle vient stigmatiser nos personnes âgées. Et c'est vrai que maintenant les personnes âgées, elles se retrouvent dans une situation d'isolement parce que on va pas aller les chercher. Et puis elles vont pas oser parce qu'elles se sentent plus légitimes, parce qu'elles ont l'impression que elles deviennent des boulets pour la société, alors que pas du tout en fait. Pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai monté plusieurs projets, dont une chorale inclusive. Donc c'est une chorale. Alors le seul critère, c'est d'avoir plus de 60 ans. Ouais. Donc messieurs, vous ne pouvez pas faire partie de cette chorale. Je suis désolée. Oh, bientôt. Mais je recherche des voix masculines toujours. Et dans cette chorale-là, non, désolée, vraiment vous. Non, pas vous. Non, pas vous. Mais en tout cas, cette chorale-là, elle est super parce que du coup, on propose vraiment des chants. On a un répertoire hyper varié et on propose des chants du répertoire français des années 40 jusqu'à 90. Et comme ça, les gens de plus de 60 ans peuvent s'y retrouver aussi, parce que maintenant, les chorales, c'est des choses assez modernes, etc. Alors que non, il y avait des super belles chansons dans les années 40, quoi. Ça, c'est pas faux. Et oui. Ouais, et oui. Non, je m'y intéresse beaucoup à ces années-là, justement. Et oui, il y a des trucs incroyables. Et d'ailleurs, alors là, c'est pas de l'agisme, mais c'est un autre souci. Je sais pas si vous étiez au courant, mais dans les années 20 à 40, à Hollywood, la majorité des réalisateurs, c'était des réalisatrices, en fait.
Donc quand même, les femmes, bien qu'on pense que c'est des années un peu austères pour elles, elles avaient des places et un pouvoir complètement différent de ce qu'elles ont maintenant. Et donc ma grande question à chaque fois que j'en parle, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est passé de Hollywood à beaucoup plus de réalisatrices que de réalisateurs à maintenant c'est moins bien payé, c'est les recrutements sont hyper compliqués parce que du coup, est-ce qu'on a engagé cette nana parce que c'est une femme et qu'il en fallait une en plus dans l'équipe, ou est-ce que c'est parce qu'elle a le talent du job? On a complètement changé d'époque. Ça s'est fait tranquillement, comme souvent. Hein, les pires choses arrivent souvent insinueusement, mais on y est. Donc voilà, parenthèse qui n'a rien à voir. Mais aucun problème. Hein, et c'est je me toujours dirais, intéressant. J'improviserais bien un petit quiz sur l'agisme. Ouais, un petit quiz sur l'agisme. Ouais. C'est pas vraiment un quiz, c'est un vrai ou faux. Alors je balance des trucs et Anaïs, tu me dis si c'est vrai ou faux vu que tu es experte dans le domaine. D'accord, vas-y. Est-ce que c'est vrai que quand on est vieux, on perd la boule? Faux. Est-ce que c'est vrai que quand on est vieux, on devient aigri? Ah, ça dépend, mais en fait, quand tu arrives dans l'âge, il y a ton vrai toi, parce que quand tu es avec les gens, à 30, 40 ans, des fois, tu peux te faire un espèce de masque, etc. Mais quand tu vieillis, en fait, il y a tout ton vrai toi qui se révèle. Donc, si t'as été foncièrement méchant, mais que tu l'as caché, tout ressort. Et si t'es foncièrement gentil, ça ressort aussi. Mais non, ils sont pas tous aigris. Alors, est-ce que quand on est vieux, on dit toujours c'était mieux avant? Il y en a beaucoup, oui. Alors moi, je veux dire, je dois être super vieux parce que je le dis tous les jours. Je dois être vieille avant l'heure aussi parce que je trouve que c'était mieux avant. Ouais. Si j'avais pu naître à une autre époque, j'aurais choisi pas du tout l'année où je suis née. Hein. C'est vrai qu'être né en 2015, c'est pas facile. Non mais oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que c'est pas une super période. Non, c'est pas simple. Et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont nés avec Gangnam Style quand même? Ouais, c'est... Oui. Ou avec LMFAO? Moi, je suis née avec la Coupe du Monde de football, donc c'était bien aussi. Ça va, c'est pas mal. Oui, c'est là où la France a gagné, donc c'était bien aussi. Hein. Donc 2018, pas 2015? Non, mais tu... Alors, donc... Est-ce que vous avez des stéréotypes, vous, sur les personnes âgées autour de la table? Allez-y, messieurs, c'est le moment. Non, ils ont aucun stéréotype, c'est bien, mais parce qu'ils ont peur de moi, c'est pour ça. Est-ce que les personnes âgées font exprès de venir faire leurs courses ultra tôt pour embêter ceux qui travaillent? Ah, c'est la question. Elle est pas mal du tout, celle-là. Ouais. Ça sent l'expérience. Alors, pour en côtoyer beaucoup, il y en a justement qui détestent quand il y a du monde et qui font exprès d'y aller dans les heures creuses. Et il y en a, je vous assure, qui se réveillent à l'aube pour aller acheter juste du pain. Vraiment, et faire la queue et attendre l'ouverture. Donc, ils ont, en fait, je pense que c'est vrai que bon, alors oui, c'est un vrai stéréotype, mais c'est un peu affirmé. Ils ont plus que ça à faire, certaines personnes. C'est vraiment leur occupation de la journée. Donc, ça leur fait plaisir. Et puis, il faut être conciliant avec eux aussi. Le délire, justement, c'est que il y en a pour qui ça doit être leur moment social de la journée. Oui, exactement, oui. C'est le seul lien social. Et justement, on revient sur l'AGIS, c'est que il y a tellement peu d'associations. Alors, il y a le club du 3e âge, etc. Mais il y en a qui osent pas y aller. Il y en a, voilà. Et donc, c'est par exemple, j'ai fait un projet, là, il y a pas longtemps. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je suis passée sur France 3. Vous avez loupé cette information-là. J'ai créé en fait une relation épistolaire entre moi, mes résidents et d'autres personnes de l'extérieur pour ouvrir nos résidents au monde extérieur tout simplement. Et c'était super parce qu'on a eu des gens qui ont répondu à l'appel. On avait des jeunes, on avait des moins jeunes, on avait vraiment de tout horizon, des hommes, des femmes, etc. Et c'était chouette parce que les résidents, ça les animait en se disant je vais aller chercher mon courrier, je vais avoir quelqu'un qui aura pris le temps, peut-être 30 minutes, 1 heure, à écrire une lettre, à s'intéresser à moi et à échanger sur un parcours, sur une passion, etc. Et ça fait du bien aussi au moral. On pense plus à la maladie, on pense plus à nos soucis perso, on pense plus au fait que oui, on vieillit, c'est que on est peut-être moins la forme, etc. Là, on pense juste à découvrir l'autre et ça fait du bien aussi. Ouais, c'est hyper important. Je pense que alors je fais un parallèle qui est assez bizarre, mais c'est un peu comme les gens qui sont dehors. Je pense qu'il y a la chose la plus importante, c'est certainement la compagnie. Oui.
Et ça, malheureusement, une personne âgée, on a du mal à faire venir les gens vers eux. Pourtant, quand on parle avec eux, là, on est en train de faire un projet avec le lycée du Bocage où il y a des classes qui viennent directement et ils ont créé les mémoires. En fait, ils vont créer une valise avec toutes les mémoires, tous les partages qu'ils vont avoir. Ils vont créer une petite valise comme ça qui va se transmettre d'établissement en établissement. Et c'est super chouette. Il y a une vraie émulation autour de ça. Les élèves, elles adorent parler avec les résidents, échanger avec eux sur leur parcours, sur leur vie, sur ce qu'ils aiment, sur échanger par exemple, je sais pas, sur l'avenue de la nouvelle technologie, qu'est-ce que ça a fait chez eux, qu'est-ce que ça a provoqué chez eux, est-ce qu'ils ont aimé ou est-ce qu'ils ont trouvé que justement c'était néfaste. Donc il y a des vrais échanges hyper intéressants qui se créent entre du coup la nouvelle génération et l'ancienne et je trouve qu'il y a ils s'apportent mutuellement en fait, que ce soit la nouvelle ou l'ancienne, donc ça c'est chouette. Une question. Moi j'avais une question du coup par rapport à ton parcours et surtout pour l'agisme. Oui. Est-ce que sensibiliser la famille, ce serait peut-être pas un axe assez important justement parce que c'est quand même, je sais pas, les enfants, les frères, sœurs, suivant les âges, tout ça, quelque chose qui serait quand même important d'avoir du lien, c'est peut-être plus à eux qu'à des étrangers entre guillemets de s'occuper de leur famille. Bien sûr. Alors il y a des familles qui sont très présentes. C'est une très bonne question. Il y a des familles qui sont très présentes pour leurs parents ou leurs grands-parents et qui les visitent entre guillemets, qui passent du temps avec eux. Et il y en a d'autres pas du tout. C'est vrai que on a vraiment l'impression qu'ils sont lâchés comme ça et qu'on s'occupe. Nous on s'occupe d'eux. C'est vrai que moi c'est pour ça aussi que j'ai utilisé ce comité-là et que je me suis présentée parce que c'était une vraie cause et parce que je pense qu'il faut plus de sensibilisation, mais pour tout le monde, hein, la famille, mais aussi les gens en général, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Il faut pas les oublier, c'est hyper important. Alors, on a plein de moyens maintenant. On a le téléphone qui est hyper bien, mais on a aussi les courriers et puis les présences physiques. Alors, des fois, il y a l'éloignement, il y en a qui habitent pas à côté, mais oui, effectivement, les familles, des fois, se rendent pas compte que une visite 10 minutes par semaine, c'est pas suffisant pour eux, quoi. Ouais. Et ça renforce encore plus l'isolement de la personne âgée. Alors, j'entends souvent, et ça fait un moment, dire aussi que quand une personne, par exemple, dans la famille, n'est plus trop en capacité de s'occuper d'elle-même, c'est souvent mieux de faire appel à quelqu'un d'extérieur pour les bains, les douches et tout ça, pour pas en fait dénaturer l'image qu'on a. Exactement, oui. Ouais. Et puis il y a aussi des familles, je rebondis un peu sur les deux réflexions là, mais qui sont dans le déni. C'est dur de voir son parent qu'on a vu toujours bien portant, en bonne santé, avoir des difficultés et des fois avoir des vrais glissements et être hospitalisé. Enfin, ça peut être assez brutal aussi pour la famille. Il y en a, ils font un vrai déni, ils ont l'impression que non, tout va bien, alors qu'en fait, des fois, pas du tout. Et donc ça, c'est un accompagnement aussi qu'on essaye de faire avec les familles. Moi, j'essaye au maximum du coup de stimuler les personnes, n'importe quelle... même s'ils ont des soucis au niveau physique, j'essaye au maximum de les stimuler pour pas qu'ils restent seuls. Parce que la solitude, c'est ça aussi qui va les emprisonner un peu sur eux-mêmes, et c'est dommage. Et un phénomène de plus en plus grandissant aussi depuis quelques années, c'est les personnes âgées qui se prennent des colocs ensemble. Oui. Et je trouve ça pas mal du tout, pour le coup. Oui, c'est un bon concept, oui, effectivement. D'ailleurs, si vous voulez faire une coloc à 4, je pense que là, vous êtes bon. Hein. Là, faudrait y penser. Ça veut dire que t'as exclu qui là, parce que... Ah oui, c'est vrai, tous les 5. Qui est autorisé et qui ne peut pas venir, du coup. Okay. Ça, c'est vous qui vous fixerez vos règles. Petite coloc à 5, je prends une jolie petite... on va tous emménager ici, c'est une belle maison quand même. Voilà, Ou en Ardèche, là où il était, je sais pas, ça doit être sympa aussi. Alors, apparemment, faut être invité, ça a l'air assez compliqué. Oui, l'invitation n'est pas passée à tout le monde. Non, Jean-Pierre, ne m'invite pas nulle part, c'est fini, tu viens plus le soirée. Jean-Pierre, tu as compris, hein. Il faut l'inviter la prochaine fois en Ardèche. Anaïs va te harceler pour que tu m'invites. Voilà. Tu vois, on fait équipe maintenant. Voilà. Ensemble. Donc, pour terminer là-dessus aussi, le comité, ça se passe quand, si tu peux nous rappeler les dates et le fonctionnement pour les votes? Ça se passe donc le 9 juin
à Pélussin dans la Loire. Il y aura un site Hello Asso, donc via les réseaux sociaux, soit Instagram, soit Facebook. Si vous pouvez pas vous déplacer pour m'encourager, vous pouvez toujours voter pour moi. 1 euro, c'est égal 1 vote. 2 euros de vote. Bref, ensuite, si vous avez envie d'investir, il n'y a pas de problème. Parce que du coup, on a une note générale sur 250 points. Donc, à l'intérieur de ces 250 points, on a différents critères. Donc, on a nos passages lors du défilé de la régionale, donc tenue de ville, maillot de bain, etc. On a les votes du public, on a le test de culture générale, bref. Donc, les votes du public comptent aussi. Et puis, si vraiment vous pouvez pas mettre 1 euro, ce que je peux comprendre, vous pouvez juste aimer ma photo, faire un petit commentaire en dessous. Ça m'aide aussi, ça me soutient. Eh ben, c'est noté. Je pense que tout le monde fera un petit vote autour de la table. Ah, c'est gentil. Comment ça? Non mais franchement. Je vous sens tellement motivé. N'oubliez pas qu'il y a quand même le test de culture générale et du coup, n'hésitez pas à voter. Ça, c'est très bien. Mettez toutes les chances de son côté, s'il vous plaît. Le test de culture générale s'est bien passé. Bon, on va s'arrêter sur cette bonne note. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. Merci. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. De retour sur le Nouvel Entrepreneur et Radio Grand Lac 92.1 FM. Et on enchaîne avec nos 2 invités suivants. Et le premier, on a dit que ce serait celui qui fait du liquide à boire. Je vais laisser une seconde à tout le monde pour essayer de se faire une image. Thibaut Masson, bonjour. Bonjour. Alors, il y a un petit effet de surprise. On devait commencer par l'autre invité normalement. Eh bien, je n'ai pas eu envie. Et j'ai pas le temps de me maquiller, du coup, je suis un peu pris au dépourvu. Exactement, faudrait rapprocher un petit peu le micro. Voilà. Merci. Heureusement on que a je suis une là. fantastique assistante aujourd'hui. J'ai une assistante votée pour elle, numéro 6. Alors, Merci, voilà. comme ça, c'est bien. Ouais, petit rappel, ça mange pas de pain. Alors, on salue Jean-Pierre qui sort du studio. Jean-Pierre. Voilà, et on salue cette fermeture de porte incroyable. Sans aucun bruit. Il l'a même pas fait. Alors, Thibaut Masson. Déjà Masson. passé par ici, dans cette même émission. Exactement. En fait, ça va être la tradition de chaque fin de saison. Exactement. Les beaux jours arrivent, on a besoin de Thibaut Masson. Les apéritifs arrivent. J'ai eu déjà la chance d'avoir été invité l'année dernière par Tes Soins. C'est qui Tes Soins? Tes Soins, c'est un cousin qui est dans l'agisme, justement, qui prend soin des autres. On va faire une transition un petit peu plus gaie que ce qu'on a eu avant. C'était un sujet très très important, mais qui a un petit peu plombé l'ambiance quand même. Non. Arrête. Alors déjà on fera une émission spéciale, vous ferez un dialogue tous les deux. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce que tu fais, Thibaut. Exactement. Donc moi, je suis viticulteur, je suis propriétaire récoltant à Chapareillan, au pied de la Chartreuse, au pied du Mont Granier, qui est la plus belle montagne de la région. Pardon ? Il y a beaucoup de pieds. Il y a beaucoup de pieds, exactement. On m'a fait perdre le fil. Donc je suis propriétaire récoltant, je suis viticulteur et mon but, mon exigence est la qualité. Donc je suis à la tête d'un tout petit domaine viticole de à peine 1,5 hectare que je travaille vraiment de façon traditionnelle, manuelle et où la priorité est le bien-être de la plante pour obtenir le meilleur fruit, pour après appliquer les meilleures méthodes de vinification pour obtenir des produits qui sont complètement différents de ce qu'on connaît dans la zone viticole Savoie et qui me permet de me démarquer. Et du coup, mon exigence est vraiment le qualitatif, le très très qualitatif en petite quantité. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire tout seul à la tâche? Ça veut dire tout seul à la tâche, effectivement, je travaille seul. Alors, hormis la période des vendanges, où à ce moment-là, effectivement, c'est impossible de le faire seul. Donc là, à ce moment, des amis viennent m'aider. Et du coup, là, c'est le seul moment où je permets de me faire un petit peu aider pour cette tâche. Voilà. Sinon, je travaille absolument tout le temps seul. Et donc, vous avez des amis. C'est une info importante qu'on vient d'apprendre. Alors, ça va peut-être une révélation pour certains. Peut-être que des gens qui viennent m'aider se considèrent pas comme tels, mais je l'annonce tout haut. Vous êtes des amis. Voilà. D'accord. Maintenant, ça ne l'est plus. Alors, quand c'est peut-être fini. On continue avec beaucoup d'amour dans cette émission. Moi, j'aime cœur avec les mains. Oui, j'aime faire de la prévention, donc attention, quand on paye les gens, ce sont pas forcément des amis. Alors non, justement, le principe des amis, c'est aussi basé sur le bénévolat. Voilà, parce que tout le monde n'est pas intéressé par l'argent, mademoiselle. Mais je ne suis pas non plus. 1 euro, tu parles, c'est gratuit le vote. J'ai vérifié pendant que tu parlais, c'est complètement gratuit. Il y a un détournement avéré de fonds, c'est une catastrophe.
Donc, je sens que ça va être vachement bien de réutiliser ce passage pour ta promotion, Thibaut. Oui. Ça va vraiment servir. Il y aura pas de communication sur les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Donc, pour revenir au produit, alors mon parcours, parce qu'on est dans le nouvel entrepreneur. Exactement. C'est un peu le fil conducteur. Voilà. Avant de revenir à la vigne, en fait, ma famille est dans le vin depuis toujours. La première trace, on va dire, qu'on ait, c'est mon arrière-grand-père, qui s'appelait Séraphin, pour qui j'ai fait une cuvée hommage il y a 2 ans maintenant avec un vin blanc sec, vinifié différemment du standard Savoie. Et après, tout le reste de la famille a continué sur cette lignée avec mon grand-père, mon père, mon frère aussi actuellement est en activité dans les vins de Savoie. Alors, lui est vraiment spécialisé en vins de Savoie, avec des très 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 beaux produits, sur Chaparillon aussi. Donc la publicité gratuite si tu m'écoutes. Et moi j'ai fait le choix de partir dans un domaine complètement différent avec des créations beaucoup plus libres, avec une partie de mes vins qui sont en vin d'Isère, parce que Chaparillon est sur le 38, avec un IGP Coteau du Grésivaudan pour 2 de mes produits, et d'autres produits qui, eux, sont d'une catégorie fiscale un peu différente, qui sont en boissons alcoolisées, du fait de la méthode de vinification que j'ai développée, et des produits que je fais, en fait, je sors de la catégorie fiscale vin. Alors c'est purement administratif, ils sont packagés comme des vins, ils se dégustent comme des vins, mais c'est une catégorie fiscale différente, donc il y a vraiment ces 2 entités. Et donc au niveau de mon parcours, donc j'ai rejoint cette aventure il y a 5 ans. J'étais dans un parcours professionnel totalement différent, mais j'avais toujours ce fil conducteur depuis pas mal d'années en tête. Et il y a un moment où, comme Samuel tout à l'heure, en fait, ça a été une évidence de me lancer. Je m'éclatais plus du tout dans ce que je faisais, je m'ennuyais énormément. Et du coup, la promotion qu'on me proposait était en région parisienne. Et je voulais pas du tout quitter mes origines et quitter cette région. Et à ce moment-là, ça a été une évidence de lancer ce projet que j'avais en tête et de rejoindre l'aventure d'entrepreneuriat. Pourtant, sur le périph', il y a beaucoup de viticulteurs qui font des vins incroyables. Et il doit y avoir des cuvées très spéciales, très sympas. C'est sur les terre-pleins centrales. Ouais, ça doit être assez sympathique. Mais du coup, non, j'ai pas voulu ce choix-là. Donc, du coup, j'ai rejoint cette aventure et je suis parti dans cette direction-là. Oui. Et donc, très belle direction, oui. Oui, très belle direction, voilà. Alors, on a 4 vins dans la gamme. On a 4 produits, parce qu'il y a 2 vins et 2 boissons alcoolisées. On peut pas dire du vin. Ouais. Donc, on a le Séraphin, qui est sec. Alors, on va faire par ordre de taux de sucre résiduel. Donc, on va commencer par Séraphin. Séraphin, cépage Jacquard, vieille vigne. C'est un produit qui est issu de la plus vieille vigne de mon domaine, que j'ai reçu en héritage via toutes les générations de mon arrière-grand-père qui s'appelait Séraphin, qui avait replanté ses vignes à Paul-Phylloxéra en 1901. C'est un vin très sec, vinifié à la bourguignonne, pas du tout en standard Savoie, donc on est sur un vin qui est pas acide, qui est pas agressif, qui est très aromatique, très floral. Après, on monte un petit peu en sucre. Il y a une nouveauté que je lance cette année, qui a 15 jours d'embouteillage. C'est le petit dernier. C'est le tout petit dernier de la famille. C'est un viognier que j'élabore à la cave, qui s'appelle Clessant. Parce qu'en fait, Clessant, c'est le lieu-dit où est située la cave et la vigne. Et en fait, j'ai voulu faire une cuvée hommage à ce lieu. C'est une cuvée parcellaire qui est vraiment très très sympa, très aromatique, vraiment très chouette. Et qui est en vente depuis 15 jours. D'accord. Alors déjà, félicitations. Merci. Merci pour le petit dernier. Et aussi, je voulais rebondir, je suis un peu choqué que l'experte en agisme n'a pas réagi quand j'ai entendu Viognier. Ouais, alors il y a eu un petit battement de cils quand même, je sens qu'il y a eu des... Je ne dis plus rien là. Non, parce que c'est quand même insultant pour une personne âgée d'être traitée de Viognier, mais après bon... Exactement. Tant pis. Et le après, numéro 3. Le numéro 3, donc le numéro 3 c'est Gaspard. Votez pour lui. 1 euro. Votez pour le numéro 3. Ah oui, vous pouvez aussi voter pour mes vins. Tous les numéros gagnent. Et par contre là c'est 10 euros le vote. Et mon RIB est directement... moi c'est moins cher, c'est juste 1 euro. Mon RIB est directement en lien sur le site de Radio Grand Lac. Ne vous inquiétez pas. Donc le numéro 3 c'est Gaspard. Gaspard c'est une boisson alcoolisée. En fait, Gaspard, son histoire commence après celle de l'arrache-culotte. La cuvée numéro 4, c'est l'arrache-culotte, qui est la cuvée la plus célèbre et la plus historique. Qui commence à être très connue dans la région quand même. Commence à être très connue, très recherchée, effectivement. Et en fait, l'arrache-culotte, que à la base j'avais créé, c'était une idée pour faire la fête avec mes amis. Je voulais un produit qui soit très haut de gamme, très sympa. Et qui oublie tout quelques heures après. Et que, alors effectivement, il y a un petit piège dans cette boisson. Mais la version a changé depuis. Je voulais un vin qui soit surprenant à partir du cépage Jacquard, qui est vraiment le cépage historique des vins de Savoie, qui est un cépage qui est magnifique, qui a une palette aromatique incroyable, et qu'on cantonne depuis toujours à une vinification typique AOP Savoie, qui est très chouette, qui donne des produits géniaux, mais c'est hyper dommage de se priver de tout le reste de la palette aromatique que peut offrir ce cépage. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait 3 déclinaisons, Séraphin, Gaspard, l'arrache-culotte, à partir du cépage Jacquard, pour vraiment montrer vraiment la plénitude aromatique qu'on peut obtenir avec ce produit, suivant l'exposition, suivant le terrain, suivant la période de récolte et suivant bien sûr la vinification.
Et du coup, donc la Rage Cut, c'est un produit qui est très haut de gamme, avec un nom un petit peu taquin, un peu provoque, mais qui Je vois pas pourquoi. avertit un peu la clientèle sur le fait qu'il est très fort en alcool et que donc on sort du critère 20 qui s'arrête à 15 degrés pour arriver sur une boisson alcoolisée qui titre à 16 degrés. Pour sa conservation, ça m'évite de mettre d'autres produits dedans et du coup, c'est un choix volontaire pour la stabilisation, pour la conservation, et ça lui donne une palette aromatique qui est incroyable. Okay. Et de cette vinification découle Gaspard, donc le produit numéro 3, que j'ai créé 2 ans après, qui lui a un tronc commun en vinification, mais qui est fait pour le vieillissement. Donc Gaspard est commercialisé après 2 ou 3 ans de vieillissement, quand il a atteint les qualités aromatiques que je veux. Et lui, il va continuer à s'affirmer avec le temps, alors que le Rage Cut, malheureusement, au bout de 3 ans, va descendre un petit peu en aromatique. Donc Gaspard est une cuvée à conserver, qui est cirée et qui est en quantité très limitée aussi. Voilà. Et on part sur des arômes de pâte d'amande, de madérisation, de fruits confits qui est très chouette. Voilà. D'accord. Je tiens à préciser que tous ces vins sont certifiés sans GHB. Exactement. Mais malheureusement, tout ce qui est sympa en France est complètement interdit par le code pénal. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Donc, d'ailleurs, vous avez lancé une pétition, je crois. Oui, on peut là aussi voter encore une fois. Non, on est un État très très démocratique. On adore le vote. Voilà. Eh ben, il y en a une qui a bien fait de venir aujourd'hui. Ouais, c'est ma fête. Et je pense que ça sera pas fini avec l'invité suivant. Ouais, l'invité suivant est encore pire. On verra. Ouais. Je pense qu'il y a un gros potentiel. Donc, quand on veut acheter du vin Thibaut Masson, on fait comment? Alors, il faut déjà me suivre sur les réseaux. On sort la carte bleue. Déjà, ouais, il faut déjà évidemment préparer son moyen de paiement. Il n'y a pas de bénévolat là, à ce niveau-là. On peut pas avoir des bouteilles gratuites. Si, c'est dommage quand même. Si, bien sûr, tout est possible en termes de partenariat, en termes de tout est complètement possible. Donc après, il faut en discuter de vive voix, il faut se rencontrer autour d'un verre, c'est toujours plus sympa, autour d'une dégustation, et visiter le lieu, parce que ma cave a aussi quelque chose d'atypique. Je vais citer un autre partenaire ami. J'ai une amie qui est artiste peintre et qui participe à la création des étiquettes de mes produits. Donc toutes mes étiquettes sont des œuvres d'art créées de façon originale par une amie artiste peintre. Et ça me permet aussi d'associer l'art et le vin. Et je trouve que c'est 2 domaines qui vont merveilleusement ensemble. Ouais. Et cette artiste est en lien sur mes réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à aussi la joindre. Elle fait des œuvres incroyables. Voilà. Et donc pour me contacter, Vin Thibaut Masson, tout en minuscule, tout attaché, VINS au pluriel, parce que j'en ai plusieurs. Thibaut sans L, surtout, merci. THIBAUT et Masson, MA2SON.com pour le site internet, et sinon sur les réseaux Instagram, Facebook, LinkedIn, juste Vin Thibaut Masson. Et est-ce qu'il y a des choses prévues prochainement pour aussi aller à ta rencontre, des événements, quelque chose où on peut déguster, découvrir? Alors, des événements, je suis présent sur quelques salons que je choisis, auxquels je suis invité un peu au fil de l'eau au cours de l'année. En termes de nouveautés, à partir de cet été, la Rage Cut va débarquer en format Magnum. Enfin, un format sérieux. Oh. Voilà. Avec moustache et Ferrari. Eh ben, exactement. Tu crois pas si bien dire. C'est vrai? T'as complètement niqué le teasing. On est un peu trop connectés. Ouais. Il y a un truc qui déconne. Tu m'as bousillé un truc que j'allais teaser dans un mois. Mais c'est pas grave. Ouais, sérieusement. Je te montrerai après. J'ai la voiture, si tu veux. Ah, moi j'ai un moustache. Eh ben, écoute, on va faire une campagne de pub, on va assembler nos compétences. Il y a moyen de faire un truc. Ouais, mais oui, mais c'est vrai. La vraie voiture, tu sais, qu'avec un de mes partenaires, on l'a. Donc, je sais. Et donc, juin, lancement de Magnum Rage Cut. Ok. Et sinon, après, la cave est privatisable pour des événements, pour recevoir des groupes, des amis, pour des soirées. Et il faut juste me contacter, on convient d'un moment. Et il n'y a pas de problème, tout est parfaitement possible. Alors, Vin Thibaut Masson. Oui. On le contacte, on va sur place, on est super bien accueillis, on boit un canon, on peut goûter avant d'acheter, évidemment. Voilà. Et en plus, avec l'historique et les conseils du pro. Voilà. Dans un cadre magnifique, on est face au Beldon, à Chaparrian. Je suis dans un coin de village qui est vraiment très beau. Il y a la vigne de Viognier qui est devant, c'est un clos, et du coup, là, c'est devant la cave, c'est juste merveilleux. Je vois les yeux d'Anaïs qui brillent. Ouais. Tu peux venir quand tu veux. C'est le Claude Fleury? Pardon? C'est le Claude Fleury? C'est juste après. En fait, tu continues à National, tu prends à droite sur Chaparrian, et c'est pas très loin à vol d'oiseau en plus. Merci Thibaut Masson. Je vous en prie. Donc, merci à vous. On va enchaîner avec l'artisan suivant qui lui aussi est dans le liquide, mais c'est pas tout à fait la même chose. On va pas le boire comme ça, je pense. Moi, tu peux essayer, mais je suis pas certain quand même du résultat. D'accord. Donc, on est sur, cette fois-ci, de l'huile d'olive. Exactement, de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, mais attention, qu'on fait pas ici. À moitié. On a du trajet, là, sur ce produit. Il y a du trajet, il y a de l'histoire, il y a de l'inattendu. Et une histoire assez sympa, en fait, à base d'amis. Moi, pour reprendre un peu mon parcours, je suis pas du tout là-dedans.
Je n'ai pas fait d'études, rien du tout. À 18 ans, j'en avais marre de l'école. Je me suis dit, je vais travailler. Mes parents m'ont aussi beaucoup aidé à me dire, tu vas travailler, sinon tout dehors. Ce qui est un peu normal à 18 ans. Faut pas non plus déconner. Et en fait, j'ai fait tous les boulots un peu possibles imaginables. De la plonge, j'ai travaillé en sécurité, incendie. J'ai fait de la restauration, du service. J'ai eu un restaurant pendant une année. J'ai fait un peu beaucoup de choses. Je travaille surtout maintenant dans l'immobilier via l'investissement. Et c'est via ce projet-là où, en fait, de manière un peu inopinée et complètement non prévisible, on a hérité. Mon meilleur ami, en fait, a hérité d'une exploitation d'huile d'olive en Andalousie. Donc, nous étant originaires de Savoie, lui d'à côté d'Albertville et moi d'Aix-les-Bains, on s'est dit, écoute, on connaît pas bien la région. On va aller voir à quoi ça ressemble. Et donc, il y a eu 14 heures de voyage. Donc, faut aimer la voiture. Ouais. Parce que 14 heures, ça veut dire ce que ça veut dire. À part faire des pauses pipi, casse-croûte, on s'est pas beaucoup arrêté quand même. Et arrivé là-bas, on a trouvé ça vraiment magnifique parce que c'est pas du tout le climat, c'est pas du tout le paysage savoyard. Donc, on a une très belle région, comme tout le monde le dit très bien depuis tout à l'heure. Moi, je suis né à Aix-les-Bains, donc voilà. Le meilleur coin. C'est le plus beau, de toute façon. À l'époque, il y avait une maternité. C'était bien. Maintenant, ça a baissé, mais bon, après, c'est un autre débat. Et arrivé là-bas, donc on a trouvé la région magnifique. On s'est retrouvé avec plein d'oliviers, des maisons, et on s'est dit, c'est génial, faut absolument faire quelque chose. Et on a 2 autres amis à moi qui sont donc dans le sud de la France, à Montpellier, qui eux travaillaient plus dans le vin. Alors, sur la partie commerciale, chose pour le vin, une petite dédicace à Thibaut à côté de moi. Et donc du coup eux se sont dit, mais en fait les mecs là, vous avez un truc, vous avez une exploitation d'huile d'olive complètement naturelle, un produit qu'on peut vachement valoriser, c'est très qualitatif, ça a un goût absolument à tomber par terre. Eux étant spécialisés dans de la communication pour du spiritueux, du vin notamment, on s'est dit, on va mettre en commun un peu tout ça. Et donc on s'est retrouvés tous les 4, donc Johan qui a hérité et Renaud et Bastien qui sont dans le sud de la France, à faire donc du coup cette société Los Cuatros Caballeros. Le but étant pas forcément de révolutionner la chose, mais simplement de dire aujourd'hui c'est possible de faire de l'huile d'olive, pas française parce que voilà, on reste en Espagne, la communication est vraiment très axée là-dessus. On n'essaie pas de voler les clients ou de leur mentir en parlant de la France, en parlant de la Savoie. Il n'y a aucun drapeau de la Savoie. Vous n'avez pas le visuel sur place, mais les invités l'ont. Il n'y a vraiment aucun drapeau de la Savoie. Le but est vraiment de rester très clair là-dessus. C'est vraiment de l'huile espagnole, mais qui est fait par des Savoyards. Donc tout va être géré de manière artisanale. C'est assez simple. On descend à peu près 2 fois par an, 2 ou 3 semaines à chaque fois. Donc, on prend du temps libre pour descendre en Andalousie, pour tout simplement traiter les oliviers, alors avec amour, pas avec des produits, parce qu'on se contente simplement de les tailler. Donc, taille très, très légère, surtout cette année, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'eau là depuis un petit moment. On les arrose pour qu'ils boivent un peu, puis que ça fasse quand même un peu des olives. Et basta. Ça s'arrête là. Le reste du temps, on va se contenter d'entretenir un peu le domaine, retourner la terre, choses comme ça. On fait notre récolte à la main. Donc, pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez aller voir après sur le site loscuatroscaballeros.com. Il y a des photos de la vraie récolte qu'on a fait, donc avec des filets et un petit peigne. On appelle ça peigner les arbres. Donc, c'est un petit râteau en plastique où vous ramassez vos olives, vous le faites tomber dans votre petit filet et après, vous mettez ça pour emmener au pressoir. Donc ça nous permet, on fait tout ça entre amis. Donc nous, tu vois, on fait pareil appel au bénévolat un peu comme Thibaut y fait. Mais nous, bizarrement, ils sont jamais revenus 2 fois. Franchement, on n'a pas compris. Peut-être parce que si tu leur payes de l'huile d'olive en apéro, ils reviennent pas, quoi. L'avantage en Espagne, c'est que c'est beaucoup moins cher sur l'alcool, choses comme ça. Donc on passe de très très bons moments en dehors de l'huile d'olive sur la maison. Mais le but, on descend chaque fois avec des amis. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on a réussi à part quelques fois à toujours descendre avec des amis différents. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive à faire découvrir ce domaine, ce qu'on fait vraiment à plusieurs proches au fur et à mesure de nos descentes depuis le temps. Mais Karim, après, t'es le bienvenu. Nous, on est toujours ouverts. La prochaine descente va être au mois de décembre pour faire la récolte, justement. C'est en décembre. Karim, il veut aller en Ardèche, il veut aller en Dordogne aussi. Il veut aller partout. Je vais aller dans la Loire aussi. Donc il y a une très bonne connexion, si tu veux faire une émission depuis en direct là-bas. Normalement, on a la fibre qui doit être installée là dans ces jours-ci. Donc en décembre, on va raccorder la maison. Vous quittez le modem 56K. Il n'y a même pas de ligne. Non, mais c'est beau l'Espagne, il y a quand même une évolution. Il n'y a pas de ligne ADSL là-bas. Le mode de vie, ça nous a appris à faire quand même un sacré parallèle entre le mode de vie qu'on a en France et comment eux ils vivent là-bas. Parce que c'est un petit village. Il y a 6000 habitants à peu près à la ville la plus proche. On est à peu près à un quart d'heure en roulant tranquille dans les petites routes, l'exploitation. Mais ils n'ont pas du tout la même façon de vivre. La culture espagnole, surtout en Andalousie, est vraiment différente de ce que la France va faire
par rapport à nous, notre mode de vie. Donc, c'est vraiment beaucoup plus à la cool. Et ouais, sur cette partie-là, non, il n'y avait pas du tout de ligne téléphonique. Hein. Et sur la bouteille, c'est marqué cuvée numéro 1. Donc ça, c'est notre première cuvée, ouais. Exactement. Merci pour l'explication. Voilà. Tu me poses la question, moi je te réponds. D'accord, non mais très bien. Il y en a combien? C'est en fait la deuxième. Est-ce qu'il y a des différences entre les... Pour l'instant non, la deuxième là on l'a goûtée, elle va sortir au mois de juin et non, il n'y a pas de différence gustative, on reste sur les mêmes oliviers. En fait nous, pour rentrer un peu plus dans le détail, on va cultiver nos oliviers, mais on n'en a pas assez pour faire une grosse production. Mais il s'avère que l'Andalousie, et notamment dans le coin où on est nous, c'est la partie, donc l'Espagne est le plus gros producteur quand même d'huile d'olive mondiale. Donc c'est quand même une bonne chose à savoir. Et surtout la zone où on est, avec le réchauffement, avec le vieillissement de la population. Donc rien à voir avec l'agisme. Hein. Je ne vais pas créer encore un débat. Non, les gens en ont marre, les jeunes sont plus intéressés par faire de l'huile d'olive, c'est beaucoup de travail des mains. Nous, on n'en vit pas, hein. Purement c'est une passion. Hein. C'est vraiment tous les quatre. On fait purement ça par passion, par plaisir, pour se retrouver entre amis et avoir un produit vraiment atypique et différent. Mais là-bas, en fait, il y en a beaucoup, soit ils arrachent les oliviers et mettent des amandiers, soit carrément ils arrêtent. Ils laissent l'exploitation en plan et ils vont faire autre chose. C'est pas un produit avec de l'alcool, donc j'imagine que c'est quand même plus simple. Mais fabriquer un produit en Espagne et l'amener jusqu'ici pour le vendre, comment ça se passe niveau douanier, tout ça? Il y a pas trop de... Niveau douanier, on a eu le dilemme, est-ce qu'on récoltait toutes les olives, on passait la frontière avec les olives pour faire un pressoir français et amener un peu plus de France dans le produit, mais ça aurait pas forcément changé grand-chose. Là, on s'est heurté à deux contraintes, c'est qu'on allait se retrouver avec des olives maturées, un peu comme la viande maturée, mais sur un principe où avec le transport, il nous faudra un camion frigorifique pour pouvoir justement contrôler l'hygrométrie et que les olives pourrissent pas et qu'on se retrouve pas avec un goût absolument infect. Et deuxièmement, il fallait peser tout ça, il fallait donner une quantité vis-à-vis justement le passage de la douane. Donc on a choisi un peu la facilité et aussi le côté vraiment garder le pur produit. On récolte les olives, dans les 48 heures, on va au pressoir. L'avantage, c'est que pas forcément, il y a plein d'oliviers, donc il y a plein de pressoirs. Donc on a trouvé un pressoir avec qui on s'entend très bien et qui a l'avantage, on arrive, il pèse, il presse, il nous rend tout ça en bouteille directement avec de l'huile pressée, sous vide, et surtout avec une facture avec la quantité, ce qui nous permet de passer la douane sans difficulté, qu'en cas de contrôle, il y a la facture, ils peuvent même bien nous faire tout décharger, tant pis si on perd un peu de temps, c'est pas la fin du monde, mais au moins voilà, ce côté pratique et ce côté gustatif était quand même beaucoup plus avantagé. Après, on a quand même gardé la mise en bouteille en France parce que la bouteille est très atypique. On voit pas souvent des huiles d'olive dans ce type de bouteille-là. Alors vous ne la voyez pas, mais imaginez. Faites un effort créatif, s'il vous plaît. La bouteille, on dirait presque une vieille bouteille de whisky. C'est ça. En fait, on s'est inspiré d'une bouteille de whisky ou de gin. Il y a une marque de gin, si je dis pas de bêtises, anglaise, qui a à peu près la même bouteille. Il y a une distillerie d'ailleurs au Bourget qui a une bouteille un peu similaire, un peu plus grosse et un peu plus carrée, mais qui fait du gin au Bourget, et justement ils ont une bouteille un peu qui ressemble à ça. Et on s'est connus il y a pas très longtemps parce qu'en fait on n'a jamais eu l'occasion de se croiser, et c'est vrai que du coup on s'est tous fait la même réflexion en étant l'un en face de l'autre. Mais ta bouteille ressemble à la mienne. Oui, c'était un parti pris justement de faire quelque chose d'assez atypique, de faire une bouteille qui du coup puisse pas faire penser forcément à de l'huile d'olive, mais qui soit quand même de l'huile d'olive. Alors, on va passer sur les infos pratiques avant de se quitter quand même. Los Cuatros Caballeros, c'est avec un 4 chiffres pour les gens qui vont le chercher. Exactement. Après, le nom de domaine avec le 4 écrit directement en espagnol, ça doit marcher. Mais tu peux nous le faire avec l'accent ou... Los Cuatros Caballeros. Je ne parle pas du tout espagnol. Oui, je viens de l'entendre. On est arrivé là-bas, il n'y en a pas un seul qui parle espagnol. On parle italien, anglais et français. Je serai votre mauvaise interprète parce que j'ai beaucoup perdu, mais j'ai des restes. Ah bah si jamais. Non mais maintenant on commence à s'y mettre. Puis les gens commencent à savoir, donc du coup on baragouine. Tu vois à quel point il insiste. Hein. Non mais t'as plus d'autre choix que l'inviter là. Je sens que sinon je finis mal l'émission si je l'invite pas. C'est ça. À une minute près, ça serait dommage. C'est ça. Donc après on a la boutique en ligne, donc directement sur le site. Vous pouvez la faire gratuitement. Vous pouvez choisir de récupérer la bouteille le vendredi, où on livre en fait nous le vendredi après-midi, pour les gens qui n'ont pas envie de la faire, qui sont pas pressés ou qui n'ont pas envie de payer les frais de port, parce que étant donné que c'est un liquide, on y envoie quand même dans des emballages sécurisés. Pour éviter un minimum que ça arrive complètement à exploser. Sinon, en boutique, c'est pas très répandu encore pour l'instant. On a été pas mal vendu cet hiver en station, donc Valoir, les Arcs, la Plagne et les Saisies. On avait une boutique dans chaque station qui nous vendait. Là, dans la vallée pure, en boutique, pas trop de monde. On a beaucoup de restaurants qui travaillent avec nous. Donc, on a aussi le contenant pour les professionnels qui veulent utiliser une bonne huile pour cuisiner, choses comme ça. On a une formule qu'on lance justement au mois de juin avec la nouvelle cuvée, où on a une bouteille peinte, ce qui veut dire que les restaurateurs qui veulent mettre la bouteille sur table pour que les clients puissent réassaisonner les plats, choses comme ça, ils peuvent le faire, et surtout ils peuvent laver la bouteille. Ce qui n'est pas possible forcément quand tu as une étiquette papier. Là, avec le logo peint, au moins la bouteille, elle peut rester sur table proprement. Et il y a une boutique ici à Yen qui nous vend donc So Brunch, qui nous vend directement en épicerie fine pour trouver la petite bouteille de 50 centilitres de l'huile d'olive. Donc elle s'appelle Allegria.
la cuvée. Ok. Pour la petite histoire. Et qui veut dire c'est un peu la fête, c'est la légèreté, c'est le côté festif, les grillas, c'est le côté plaisir. Le but, voilà, c'est de rester sur ce thème-là. Ok. On va parler lancement de produits après, j'ai plein d'idées. Donc, si tu veux, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Prochaine émission, prochaine édition, comme disaient les nuls. Je vous remercie tous les 4 d'avoir été là et d'avoir proposé un peu ce que vous faites et vos parcours et d'avoir eu des sujets sur des personnes âgées aussi. On remercie forcément notre Jean-Pierre international à la technique. Merci Jean-Pierre. Et on vous dit à tout bientôt pour la prochaine émission qui sera le 4e vendredi de mai. Je ne sais plus combien c'est, mais vous avez tous des calendriers. Bon appétit. Radio Grand Lac.